Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, la colère des étudiants de l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Des affrontements ont éclaté entre forces de l'ordre et étudiants. Ces derniers réclament la livraison des chantiers en cours au sein de l'établissement. 3 étudiants ont été arrêtés. Commercialisation de l'arachide, le prix du kilogramme fixé à 305 francs. L'État est allé au-delà du montant de 90 francs proposé par le CNIA selon le Premier ministre Ousmane Sonko. Et puis l'autopont de Front de Terre, désormais ouvert à la circulation. L'ouvrage va permettre de décongestionner davantage le trafic routier dans la capitale. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. À Ziguinchor, 3 étudiants ont été arrêtés, d'autres légèrement blessés lors des affrontements survenus ce matin entre forces de l'ordre et étudiants. Ces étudiants, vous le savez, réclament la livraison des chantiers en cours dans l'établissement. Le coordonnateur avec notre équipe à Ziguinchor. Arrêtés. Je pense que ce sont des images vraiment que nous déplorons. Vu les étudiants, en tout cas, qui n'ont que des prières à lancer, et les forces de l'ordre qui entrent au sein des pavillons des filles, des pavillons des garçons, même au sein des services médicaux, je pense que ce sont des situations vraiment à déplorer, que nous vraiment lançons un appel aux autorités pour qu'ils réagissent le plus rapidement possible pour que quand même qu'on puisse en tout cas dépasser ces étapes très tendues au niveau de l'université. L'université Hassan Sek de Ziguinchor enregistre seulement 10% des étudiants qui sont logés au niveau du campus, donc une chose très difficile pour les étudiants, donc une situation que l'on demande toujours que les autorités nous livrent nos chantiers pavillon 1000 lits qui dort depuis vraiment 2022. Donc ceci est vraiment une situation alarmante et ceci cause également en tout cas une demande très forte de logement au niveau de l'université. Hormis ça également, on demande également nos chantiers 1000 lits, nos chantiers PGF qui datent de 2015. Donc jusqu'au moment où nous parlons, on n'arrive pas à les recevoir. Donc ce sont les deux, et la restauration également, la qualité, mais également un deuxième restaurant qui sera fonctionnel peut-être dans les jours à venir parce que les autorités sont en train de faire des choses là-dessus, mais ceci n'est pas conséquent par rapport à ce que l'on demande. C'est à boycotter ce matin la réunion du comité de suivi des accords. Ces syndicats d'enseignants qui se sont déplacés au ministère de la fonction publique, regrettent l'absence des autres ministères concernés. Amidou Djedjou avec Alassane Ba. Le ministère de la fonction publique de travailler à la convocation du comité de suivi dans les meilleurs délais au courant du mois de novembre et en présence de l'ensemble des ministres concernés. Ces ministres concernés, c'est le ministère de l'Éducation nationale, c'est le ministère du Travail, c'est le ministère des Finances, mais c'est également le ministère des Sports et le ministère de l'Urbanisme. Nous estimons que la présence de ces ministres est essentielle. Fin de la grève des concessionnaires du nettoiement. L'État a débloqué 3,5 milliards de francs CFA sur la dette de 18 milliards dus aux concessionnaires. C'est un reportage de Habib Faye. Après de longues discussions avec l'État du Sénégal, les concessionnaires du nettoiement mettent fin à leur grève. On a décidé tout simplement de reprendre le travail malgré les difficultés et de voir d'ici la semaine prochaine si les 10 engagements pris par ces autorités seront effectivement respectés. Synonyme, effectivement, on peut dire de levée de mot d'ordre, synonyme de reprise de travail. Une attitude saluée par la direction de la Sonaged. Ils ont fait preuve de patriotisme. C'est des bons citoyens parce que eux-mêmes, nous ne saurons jamais les remercier assez. On sait que ce domaine-là, c'est pas seulement au Sénégal, même dans des pays comme le Maghreb, le Maroc, ils utilisent beaucoup de l'œuvre des concessionnaires parce que c'est lourd. Certainement. Et déjà de devenir une plateforme citoyenne, d'aider les populations sénégalaises à alerter, à prévenir et aussi à donner leur avis par rapport aux services qui leur est fournis au quotidien. Le collectif des concessionnaires a pris conscience de la demande de l'autorité qui compte dégager une enveloppe de 3,5 milliards en guise d'acompte. Fin octobre, la dette s'élève à peu près à 18 milliards de nos francs, sensiblement. Et sur ces 18, on s'est accordé, les autorités ont pris un engagement de faire un acompte de 3,5 milliards, c'est-à-dire 1,5 milliard disponible aujourd'hui ou au plus tard demain, et au courant de la semaine prochaine, 2 autres milliards.
Et ainsi aussi, au courant du mois de décembre, aussi un autre décaissement sera fait par les autorités. Le collectif invite l'État à prendre en compte les difficultés que traversent leurs entreprises. D'ici janvier, un échéancier qui ne dépassera pas le 31 décembre 2025 sera établi pour l'apurement total de la dette. Également de l'actualité, le prix du kilogramme d'arachide est fixé à 305 francs de CFA contre 280 francs pour la saison précédente. L'annonce est faite ce mardi lors d'un conseil interministériel présidé par le Premier ministre Ousmane Sonko. 37 milliards ont été décaissés également pour éponger la dette des opérateurs de semences, un montant qui vient s'ajouter aux 125 milliards décaissés pour financer la campagne agricole. Force paysanne se félicite de ces décisions. Ali Oudia avec Ibrahim Akan. Donc nous nous en réjouissons en tant que force paysanne et félicitons également le gouvernement. D'abord des efforts fournis pendant la campagne de commercialisation en mettant une enveloppe de 120 milliards, ce qui a donné cette production qui aujourd'hui sera achetée à 305 francs le kilogramme. Mais également d'avoir pris la décision de payer également 2 années d'arriérés de dette aux opérateurs qui devaient effectivement fournir les semences et les intrants. La dernière année qui restait, c'était 2023-2024. Le gouvernement a pris l'engagement également que dès le déroulement du budget en janvier, l'année de 2023-2024 sera effectivement réglée. Je crois que donc nous nous félicitons d'abord de ce prix et exhortons effectivement les huiliers que l'État protège en vraiment interdisant effectivement l'exportation de l'arachide, doivent également continuer à faire des efforts pour que au niveau des points de collecte, l'argent soit disponible dès l'ouverture pour qu'on fasse des teg. Le Sénégal perd plus de 95 milliards par an à cause de l'évasion fiscale et des fausses facturations dans le secteur minier. C'est ce que révèle un rapport publié en août dernier, notant que ces flux financiers illicites menacent directement les revenus des futurs projets pétroliers et gaziers. Synthèse Abdourahmane Diallo. Sénégal perdrait de 1 à 12% de ses recettes fiscales en raison des divers types de flux financiers illicites, comme la corruption, l'exploitation minière illégale, le blanchiment d'argent et le contournement des réglementations, selon un rapport intitulé « Évasion fiscale, fraude fiscale et fausse facturation commerciale, risque pour le secteur minier du Sénégal », rédigé par William Davis et publié en août 2024. D'après ses estimations, les pertes de recettes fiscales du Sénégal dues à la fausse facturation commerciale ou fausse déclaration en douane se chiffrent dans une fourchette de 57 millions de dollars à 153 millions de dollars, soit 1 à 3% des recettes fiscales, ce qui représente plus de 95 milliards de francs CFA. Le rapport souligne que ces pratiques pourraient fragiliser la contribution des secteurs miniers, pétroliers et gaziers au développement économique du Sénégal, les multinationales transférant jusqu'à 35% de leurs bénéfices vers des paradis fiscaux. Les secteurs extractifs déjà vulnérables sont particulièrement exposés. Pour remédier à ces risques, le rapport recommande de renforcer les capacités des autorités fiscales sénégalaises, notamment les douanes, la DGID, afin de détecter et de limiter la manipulation des transactions intra-groupes. Il rappelle également à introduire des mécanismes de redevance variables sur les ressources naturelles qui seraient moins sensibles aux stratégies d'évasion fiscale. Ces réformes sont jugées essentielles pour garantir une maximisation des revenus avant que les flux des ressources pétrolières et gazières ne prennent de l'ampleur. Bonne nouvelle pour les automobilistes, l'autopont de Front de Terre ouvert à la circulation. L'ouvrage va permettre de décongestionner davantage le trafic routier dans la capitale. Reportage Mamadou Gueye. L'ouverture de l'autopont de Front de Terre, c'est le soulagement des usagers. Beaucoup de personnes rencontrées se réjouissent de cette infrastructure qui va rendre beaucoup fluide la circulation. Les embouteillages nous obligeaient à prendre la route de CTO. Ce n'était pas du tout facile. Maintenant, si on veut relier Liberté 6, on aura moins de soucis. Nous n'avons qu'à emprunter le pont. Si on veut aller à Grand Yoff ou à la zone de captage,
un dévi seulement. Ils étaient obligés de contourner pour rallier leur lieu de destination. Mais maintenant, ce n'est plus le cas. Nous sommes satisfaits parce que c'était dur de contourner à chaque fois. Donc, si l'autopont est ouvert, la circulation va être plus fluide et il y aura moins d'embouteillages. En plus, la sécurité sera renforcée. Si les piétons ont un passage où ils peuvent traverser, ce sera mieux. Sur ce, cet autopont doit être préservé pour le bien de tous. L'entretien doit donc être au rendez-vous. On doit l'entretenir. On ne doit laisser personne venir faire ce qu'elle veut. On doit sensibiliser la population afin qu'elle puisse bien se servir de cette infrastructure parce que c'est un intérêt collectif. Si on préserve l'autopont, ça sera avantageux pour tout le monde. Il est construit grâce à l'argent du contribuable. La construction du pont de front de terre a duré 19 mois. Les usagers ont magnifié cette infrastructure qui participera à la mobilité urbaine au niveau de Dakar. Merci Mamadou. Souveraineté et sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel, des solutions durables. C'est autour de ce thème que le Centre des hautes études de défense et de sécurité a débuté aujourd'hui son colloque, un événement qui va accueillir plusieurs autorités civiles et militaires d'ici et d'ailleurs. Compte rendu Alassane Diop. Dans l'optique de trouver des pistes de solutions aux défis de sécurité dans la sous-région, le Centre des hautes études de défense et de sécurité a débuté ce matin son colloque. Cette rencontre réunit plusieurs experts de questions sécuritaires qui vont réfléchir sur le thème souveraineté et sécurité en Afrique de l'Ouest et au Sahel, des solutions durables. En ces moments cruciaux pour la stabilité et le développement de notre sous-région, nous sommes réunis ici pour une réflexion collective, intense et résolument orientée vers l'action. Cette édition 2024 s'inscrit pleinement dans cette vision et nous exhorte à répondre aux défis pressants de souveraineté et de sécurité dans notre sous-région, fragilisée par des tensions croissantes. Dans un contexte marqué par la dissémination de menaces multiformes et les prémices de la fragmentation de notre communauté économique régionale, il urge de repenser la sécurité de nos États sous le prisme de la souveraineté. Ces défis ont pour nom terrorisme, extrémisme, immigration clandestine, changement climatique entre autres. Le tout cumulé avec une pression étrangère. L'enjeu de cette rencontre, c'est également de faire front commun face à ces problèmes et ceci dans le cadre d'une coopération régionale. Face à ces menaces, nous ne pouvons pas agir isolément. La sécurité collective est aujourd'hui une impérieuse nécessité, un appel à transcender nos frontières pour assurer une stabilité durable. Nos pays, bien que riches de leur diversité et de leurs ressources naturelles, restent tributaires de diverses pressions extérieures. Il est temps de repenser la souveraineté de nos États, non pas en autarcie, mais dans le cadre d'une coopération régionale renforcée, avec des initiatives régionales adaptées aux besoins et aux aspirations de nos peuples. Ce colloque est également une occasion de réfléchir à renforcer la souveraineté des États et de poser les jalons d'une unité régionale solide. Le colloque va durer 2 jours et les propositions seront remises aux autorités. Un suivi sera également effectué pour la bonne application des pistes de solutions. C'est dans ce contexte que se déroulent les assises de la jeunesse de la CEDEAO, une rencontre de 2 jours qui rassemble des jeunes de la Côte d'Ivoire, du Bénin, du Ghana et du Sénégal. Voyons tout cela avec Dissa Prera. Discuter, échanger et trouver des solutions aux difficultés auxquelles font face les jeunes dans l'espace CEDEAO. Durant ces 2 jours, les jeunes vont faire le diagnostic de leurs propres problèmes, notamment ce qui concerne le chômage. Oui, c'est-à-dire le problème le plus récurrent, surtout, c'est le chômage et surtout, donc c'est ce qui amène l'immigration clandestine et tant d'autres choses. Mais surtout le problème lié au chômage, donc c'est ce qui revient tout le temps quand on se parle, nous, entre jeunes. Et je pense qu'à la sortie de ce forum, donc on aura l'occasion vraiment d'en parler et surtout d'apporter des solutions. Surtout ça. Extrait. Face à cette situation des jeunes, la CEDEAO veut avoir une nouvelle offre pour cette jeunesse, surtout en matière de politique de rupture. Cette rencontre, ces assises sont importantes pour nous parce que c'est parti d'un constat de malaise généralisé de la jeunesse dans tout l'espace CEDEAO.
raison pour laquelle nous avons pensé qu'il nous fallait donner la parole aux jeunes. Le sens, l'objectif de cette rencontre, c'est de permettre aux jeunes eux-mêmes de faire le diagnostic des problèmes auxquels ils sont confrontés et de proposer des solutions, mais bien sûr en interaction avec les détenteurs de pouvoir que seront les autorités politiques, religieuses, le secteur privé et autres. L'État du Sénégal, lui, a déjà pris le taureau par les cornes. Ainsi, une nouvelle politique de jeunesse adossée sur le plan Sénégal Vision 2050 est en train d'être mise en œuvre. L'intérêt de venir présider ce forum est à plusieurs niveaux. Tout d'abord, au niveau de notre département ministériel, à la suite de la présentation du nouveau référentiel des politiques publiques de développement, on est en train d'élaborer un programme national d'accompagnement de la jeunesse pour la période de 2024 et de 2029. Et ce sera un document qui servira de cadre d'action et de cadre stratégique pour les différentes interventions à l'endroit de la jeunesse sénégalaise et concernant tous les secteurs socio-professionnels. Ainsi, pendant 48 heures, des jeunes venus de toutes les régions du Sénégal vont confronter leurs idées, leurs expériences et leurs vécus pour que la fin des solutions durables soit trouvée en leur faveur. Et puis, dans l'actualité sportive, plusieurs drones dans le ciel de l'arène nationale lors du combat modulo site de ce week-end. Magnifique pour le spectacle, mais pour la sécurité, en revanche, des spécialistes sont sceptiques. C'est un reportage de Mamadou Ndiaye. Les combats de lutte, les drones sont devenus des invités réguliers. Leur objectif, offrir des angles de vue spectaculaires pour les télévisions et les nouveaux médias. Mais leur utilisation, parfois abusive, inquiète de plus en plus. L'utilisation de drones, c'est la vue aérienne. Et quand on parle de vue aérienne, c'est vraiment une cinquantaine de mètres, 80 mètres pour avoir l'ensemble en plan général. Mais on voit récemment qu'il y a beaucoup de jeunes qui utilisent des drones et qui descendent au plus bas niveau, c'est-à-dire à hauteur d'homme. Là où la caméra peut faire ce plan-là, je pense que le drone n'a pas sa raison d'être. Aujourd'hui, ça pourrait créer beaucoup plus de restrictions sur l'utilisation professionnelle des drones, sachant que les drones sont utilisés actuellement dans des secteurs stratégiques, inspection des plateformes pétrolières et gazières, tout ce qui est industrie extractive au niveau des mines, au niveau dans le domaine de l'agriculture de précision. Et aujourd'hui, ces restrictions pourront vraiment freiner l'évolution de ce secteur. Ces scènes qui multiplient suscitent des interrogations. Que cherchent ces drones à proximité des lutteurs et jusqu'où cette pratique peut-elle aller? Pour certains, il faut réglementer leur utilisation. On se réfère à ce que dit la réglementation aéronautique du Sénégal, RAS 6, annexe 5. Donc, pour utiliser un drone en agglomération, il ne faudrait pas descendre au-dessus de 50 mètres et créer ce qu'on appelle une zone d'exclusion des tierces. En voyant l'utilisation que les gens en font, on constate réellement qu'il y a une violation flagrante par rapport à l'arrêté 07212 sur la personne ne détient pas de dérogation. Et aujourd'hui, et une violation par rapport à la réglementation aéronautique du Sénégal, RAS 6, annexe 5. Au Sénégal, il y a une législation qui est là, qui interdit l'utilisation des drones par n'importe qui. Et on voit que les jeunes, ils utilisent sans se soucier de la sécurité. Je pense que les responsables doivent se saisir et essayer de régler ça avant que ça ne crée des incidents. La lutte est un sport de tradition qui s'enrichit des avancées technologiques, mais ces innovations doivent être utilisées avec précaution. L'usage abusif des drones menace non seulement la sécurité, mais aussi l'esprit même de ce sport emblématique. Première journée du groupe C de la Coupe de la Confédération africaine de football. L'AS Giraffe en déplacement à Abidjan pour rencontrer l'ASEC Mimosa ce mercredi, match à partir de 16h. Son entraîneur Malik Daf appelle à la mobilisation et à l'unité pour amener les 3 points. On est bien fait un excellent voyage, vraiment.
On est bien arrivé, alhamdoulilah, on a été bien accueillis aussi. Vraiment, on est dans un bon hôtel de 4-5 étoiles, vraiment c'est bien. Les gosses aussi, vraiment, on fait la même chose. Je pense que maintenant, on va démarrer notre première séance d'entraînement, ce qu'on est en train de faire. On est conscient de l'enjeu, on est conscient de ce que nous attend, comme nous avons maintenant focus sur le match. Tout le monde se remobilise encore la main dans la main pour la victoire du Jaraaf. Le camp d'Aswad, l'autre candidat à la présidence du stade de Mbour, apporte la réplique à Moussa Mbaye. Ousmane Diop, par ailleurs manager général du club, n'a pas manqué de dénoncer l'attitude de Moussa Mbaye qui a fait acte d'abandon de son poste. Explication, cher Sadibou Diarra. Les supporters à s'unir tous, comme la devise du club, s'unir pour vaincre. Je pense que c'est la famille du stade de Mbour. C'est Moussa Mbaye et membre du bureau, et qui est le vice-président en charge du stade de Mbouressa. Donc si aujourd'hui le club connaît des problèmes d'organisation, connaît des problèmes dans le fonctionnement, c'est en grande partie à cause de certains comportements comme celui de M. Mbaye, parce que le président Aswad avait accordé beaucoup de crédit, beaucoup de confiance à son engagement. Malheureusement, il a abandonné ce poste avec beaucoup d'autres qui sont avec lui, et ceux qui certainement ont contribué, je ne dirais pas tout totalement, mais contribué aussi au problème. Et le club a été confronté, parce que si on a des gens qui occupent des postes et qui n'œuvrent pas pour le club, ça pose problème. Et on a noté aussi qu'il parle de problèmes d'investissement financier. Il faut rappeler qu'il y a de cela 4 ans, c'est ces mêmes engagements qu'il avait pris. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce qu'on investit pour le club ou on investit pour soi-même? Oui, et là, Jamadouad a demandé à ce que si les Bourois lui renouvellent confiance, d'abord, forcément, l'équipe va être renouvelée, parce qu'on ne mettra pas des gens qui vont s'engager et qui réellement ne feront pas le travail. Et effectivement, on a un programme qui travaille aussi bien sur l'organisation de la petite catégorie et aussi doter le club de moyens conséquents en termes d'actifs, en termes d'infrastructures. À court terme, je dirais que le club regagne l'élite. Déjà, on a un dossier qui est en cours au niveau du TAS. On espère bien qu'on aura gain de cause. À défaut, comme on sait le faire chaque dimanche, aujourd'hui l'équipe est en tête. Et puis en mode de culture, l'artiste Kumba Gawlo fête 40 ans de carrière le 7 décembre prochain. Et elle a fait face à la presse ce matin. Un reportage Cher Diop. Il a fait 40 ans de carrière. À l'âge de 7 ans, Gawlo se met au chant en accompagnant sa mère Fatou Kiné Mbaye. 4 décennies plus tard, la diva à la voix d'or retrace son parcours. Entre la chanson et moi, c'est une longue histoire de famille, de passion, de choix, d'un métier pour lequel j'ai été éduquée et préparée. À l'âge de 7 ans déjà, j'accompagne ma mère Aya Fatou Kiné Mbaye à des cérémonies auxquelles ses prestations de chanteuse étaient sollicitées. J'étais déjà passionnée de chant et à l'âge de 14 ans, j'ai remporté le concours national Voix d'Or 86 en interprétant la chanson Soweto, écrite par mon père Feu Laïmamba Seck, en hommage à Nelson Mandela et aux enfants de Soweto, victimes de répression sous l'apartheid. Je rends grâce à Dieu de m'avoir donné l'opportunité, le courage et la détermination de faire ce parcours de 4 décennies. En 1986, elle remporte un concours national au Sénégal avec la chanson Soweto, un puissant plaidoyer contre l'apartheid. De plus belle, nous espérons et prions Dieu de nous gratifier de sa bénédiction pour la poursuite de cette belle et palpitante année. C'est la fin de cette édition. Les programmes continuent sur TFM. Restez avec nous. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.